Bonjour chers élèves, et nous allons devoir terminer les derniers tableaux du module 2, puisque dans le module 2, il y a les tableaux 6, et les tableaux 7 et les tableaux 8. Donc les deux premiers, nous les avons déjà vus. Mais avant d'entrer dans les détails, de commencer à expliquer chaque colonne, c'est mieux d'avoir quand même quelques notions essentielles sur les tableaux 8. Donc, en titre de rappel, vous savez que les tableaux 6 permet d'élaborer les tableaux 7. Il y avait des liens grâce aux fonctions, puisque l'objectif du tableau 6 était, grâce aux chaînes, vous savez qu'on devait avoir les étapes créent les tâches créent les fonctions et les fonctions créent les postes. Donc, dans le tableau 6, on était arrivé aux fonctions et quelques étapes compatibles ont formé des tâches. Alors, nous devrions prendre cette dernière colonne pour la reprendre dans les tableaux, dans les tableaux 7. Donc, c'était ce que nous avions fait. Alors, dans les tableaux 8, on parle, les titres, c'est productivité et organigramme de l'entreprise. Quand on crée des postes, il y a différentes hiérarchies. Donc, il faut de l'ordre. Quand on parle de hiérarchie, on fait allusion à l'ordre. Donc, il faut bien respecter l'ordre. Plusieurs tâches peuvent être regroupées pour former des tâches compatibles, ou bien des étapes compatibles. La définition d'une tâche, nous l'avons dit, une tâche, c'est l'ensemble des étapes compatibles. Donc, des étapes qui peuvent être exécutées par une personne. Donc, l'entreprise, dans l'entreprise, on peut retrouver 6 fonctions. Donc là, on est déjà dans les fonctions qui sont ici des étapes. Alors, ces fonctions, généralement, il y en a 6. Donc, après détection des tâches, on va exploiter les 6 fonctions. Donc, on parlera des fonctions techniques, des fonctions production, des fonctions commerciales ou marketing, des fonctions ressources humaines, des fonctions comptables et des fonctions administration. Donc dans les fonctions, c'est synonyme de direction. Donc les termes synonymes, il y a toujours un directeur qui va s'occuper de la fonction. Par exemple, administration, il y a direction commerciale, direction vente. Donc, ce sont les fonctions qui sont liées avec les directions. C'est déjà des notions qu'il faut savoir. Et il y a des fois, il y a des changements de nom. Donc, on peut changer, au lieu de mettre fonction, on dit seulement direction. Ce n'est pas vraiment grave. On puise dans les différentes fonctions pour créer les directions. Donc, avec plusieurs fonctions, on va les puiser pour former une direction. D'autres fonctions ne peuvent pas avoir des postes, dépendamment des postes ressortis dans les tableaux 7. Donc, vous savez que dans les tableaux 7, il y a eu des postes, comme vous l'avez vu avec notre exemple. Mais est-il que certaines fonctions ne peuvent pas avoir des postes? Et ça, par exemple, dans les tableaux 7, donc il n'y a pas de direction générale, il n'y a pas de direction. Et nous, il y aura 2 théories que nous allons utiliser pour savoir comment déterminer la productivité ou bien les salaires des directeurs ou bien des directeurs généraux. Puisque dans les tableaux 7, il n'y en a pas des éléments où on a des directions et il n'y en a pas. Alors, plus loin, on continue avec des notions. D'autres fonctions peuvent se créer dépendamment des postes
et pour ressortir dans ça, j'ai répété. Et les départements ou les fonctions, les directions, c'est une sorte de groupage. Donc, on peut parler des départements. On peut pas, comme j'avais dit, ce sont des termes qu'on peut, c'est à nous d'échanger, de voir ce qui convient. Au lieu des fonctions, on peut dire département ou direction ou supervision. Donc, tout ça, c'est question de savoir et faire les groupages, assembler certaines fonctions dans une direction, rassembler certaines fonctions dans un département, etc. Il y a des entreprises qui ont même des sous-directions, donc des sous-directions ou des sous-départements. On ne crée pas les fonctions par des loisirs, donc il faut qu'il y ait quand même des motivations qui vous poussent à pouvoir former une direction, un département. Donc, ce n'est pas par plaisir. Notez bien, dans les fonctions recherche et développement, on avait vu ça dans les tableaux D, hein, 1 et 2, on parlait des recherches et développement, ne peuvent pas être comprises parmi les 6 fonctions. Donc, il n'y aura pas de fonctions recherche et développement. Donc, par exemple, pour des petites entreprises, il n'y a pas de recherche et développement pour les petites entreprises. Les recherches et développement, vraiment, ce sont pas faut des grandes entreprises où il y a quand même la concurrence. La concurrence fera en sorte que ces départements sera essentiel pour faire des innovations. Alors, ici, on dit, et la direction a 3 rôles. Le premier rôle, c'est maîtriser l'entreprise avec l'État. Donc, voir l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise, les obligations de l'entreprise par rapport à l'État. Donc, les directeurs doivent gérer tout cela. Et deuxième rôle, l'entreprise, doivent gérer la relation de l'entreprise avec la clientèle. Quand on parle de la clientèle, on voit les fournisseurs, par exemple des matières premières, on voit aussi les clients qui viennent acheter. Donc, ça, c'est tout ça qui forme les clientèles. Il y a les fournisseurs et puis il y a les clients proprement dit. Le troisième rôle de la direction, c'est aussi de gérer l'entreprise et ses employés. Donc, voilà les rôles de supervision pour la direction. Le tableau 8 va se créer dépendamment de ce qui était dégagé dans le tableau 7. Il y a toujours des liens. Donc, tous ces tableaux que vous voyez sont toujours liés. Quand il y a un changement, par exemple au tableau D, cela va se répercuter aux autres tableaux. Le directeur fait la supervision de tous les postes compris dans sa direction. Donc, il joue le rôle de superviseur. Il doit avoir une connaissance générale sur tout ce qui se passe dans son département, dans sa direction. Au-dessus de chaque direction, il y a les managers ou les directeurs généraux. Donc, c'est la haute hiérarchie. Au-delà de la production, il va maîtriser ou avoir une compréhension générale sur les activités de l'entreprise. La rentabilité de l'entreprise va dépendre de la productivité de chaque employé. Cette question revient souvent. On va vous dire, est-ce que la rentabilité de l'entreprise va dépendre de la productivité de l'employé? Souvent, ça revient dans les évaluations. Oui. Puisque si un agent il travaille bien, donc sa productivité va vraiment influencer les rendements de l'entreprise. Donc vraiment, c'est pour cela qu'on insiste sur la productivité, les salaires par productivité. Donc il y a des liens. Donc la rentabilité de l'entreprise va dépendre de la productivité de chaque employé. Si quelques employés ne travaillent pas bien, cela va accepter, cela va baisser les rendements. Si presque la majorité travaille bien, le rendement sera vraiment élevé.
Donc, maintenant, comment les problèmes, c'est comment calculer les salaires des directeurs, puisque vous avez vu dans les tableaux 7, ils ne sont pas là. Dans les tableaux 6, ils ne sont pas là. Dans les tableaux 7, ils ne sont pas là. Maintenant, comment nous devons calculer? Il y a deux théories. La première théorie dit ceci. Pour les petites entreprises, quand on travaille au tableau 6, on parlait des prix des reviens. Donc, on peut miser sur les prix des reviens. On puise ici les marges bénéficiaires 20%. Hein? Donc, vous allez voir dans même les calculs des prix des ventes, on parle des marges bénéficiaires. On peut utiliser cette marge bénéficiaire pour payer les salaires des directeurs. Donc, ça, c'est la première théorie. Je suis en train d'expliquer. Alors, dans chaque poste, il y a différentes étapes. La première, s'il y a un poste permanent, hein, il y a différentes étapes dans chaque poste, mais s'il y a un poste permanent, les superviseurs de ces postes deviennent aussi permanents. Donc c'est un principe, puisque tous les postes ne seront pas permanents. Nous avons dit pour avoir un poste, et on va devoir travailler 8 heures par jour et assurer la permanence. La permanence, c'est chaque jour. Donc, quand on exploitait la récurrence, on parlait bien des actions qui se répètent dans l'année. Et cela déterminait s'il y a permanence ou non. Donc, il y a permanence si l'action se fait chaque jour. Pas aux 2 jours, pas à chaque semaine. Là, ce n'est pas de la permanence. La permanence, c'est vraiment chaque jour. Donc là, alors si le poste est permanent, le superviseur sera aussi considéré comme permanent. Bon, dans les tableaux 6 et 7, on regarde dans chaque poste les étapes. Dans ces tableaux-là, il y a des étapes. Alors, il y a aussi la récurrence, comme je venais de le dire. Donc, la première théorie, pour payer les directeurs, on va puiser 20% dans la marge bénéficiaire. La deuxième théorie, on va déterminer un pourcentage. On s'est dit par exemple, on va prendre 15% dans chaque poste pour payer les directeurs. Donc dans chaque poste, on va grignoter, on s'est dit, bon, dans la fonction, par exemple, production, il y a 3 postes. Nous, on va prendre 15% du salaire de chaque poste, de chaque agent. On va prendre 15% et ces 15% vont représenter les salaires des superviseurs. C'est vrai. Alors, le superviseur va prendre 15%. Cela dépend de l'entrepreneur. Un autre entrepreneur peut dire, moi, je vais prendre 30%. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, les restes, après soustraction, les restes, ça sera les salaires de l'employé après réduction. Donc, c'est ça les deux théories qu'on pourra exploiter pour calculer les salaires des directeurs. Mais attention, les pourcentages qu'on doit prendre doivent être identiques pour tous les postes ou toutes les fonctions. Ce n'est pas pour la fonction production, vous avez pris 30% des salaires de chaque poste et quand vous arrivez à la fonction commerciale, vous changez. Non. Si c'est 30% ou 20%, c'est pour toutes les fonctions, tous les postes. Notez bien, non seulement le salaire est connu, mais aussi le travail des superviseurs. Donc, le salaire de chaque poste est connu, mais le travail aussi des superviseurs. Avant d'engager quelqu'un, il faut d'abord voir les postes que la personne va occuper. Donc, vous allez voir les exigences, les profils de ces postes, et vous allez devoir savoir qu'est-ce que lui, il va faire au sein de l'entreprise. Donc, le superviseur connaît déjà qu'un tel poste doit avoir un employé avec un profil identique,
qui correspond à ces postes-là. Donc, cela va faciliter sa supervision. Les postes vont détailler ce que la personne va faire. Si les postes détaillent ce que la personne va faire, donc cela va vraiment faciliter le travail des superviseurs. Donc, vous allez juger sa compétence sur la manière qu'il exécute les tâches qui sont prévues dans les postes. Donc, c'est pour l'évaluer. Vous allez voir comment il exécute ça. Est-ce que c'est bien, c'est moyen ou excellent? Donc, c'est vraiment bien pour les salaires. C'est pour cela qu'on dit salaire par productivité. Donc, ça, c'était vraiment les notions de base. Donc, on continue encore, il y en a encore avant de commencer à expliquer les tableaux. Donc, les étapes aideront à dégager les profils des employés. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit, les étapes sont toujours très importantes. Il faut lister les étapes d'une façon non exhaustive, c'est-à-dire sans limite. D'où il y a les liens entre les tableaux 1 et les tableaux 6. Donc, dans les tableaux 1, vous avez vu les équipements ou les immobilités. Et donc, ces équipements, c'est lié aux tâches, lié aux étapes. Donc, vous avez vu que les étapes qui créent les tâches et qui font en sorte que cela va engendrer certains équipements. Donc, pour fonctionner, pour faire et remplir une étape, donc peut-être il faut avoir des équipements. C'est pour cela qu'il y a toujours un lien entre les équipements qu'on a vus au tableau 1 avec les tableaux 6. Puisque dans les tableaux 6, on parle bien sûr des étapes pour la majorité des cas. Tout changement au tableau 1, automatiquement, cela va modifier les tableaux 6. Donc, modifier les charges fixes, donc les tableaux 6 là, donc il y a les charges fixes liées avec les tableaux D, mais avec aussi les tableaux 1. Les coûts de production a aussi des relations avec les prix des reviens. Les prix des reviens, vous allez les trouver au tableau 6, les prix des reviens. Grâce au prix des reviens, on va avoir la contribution de chaque travailleur. Les liens, c'est les prix des reviens car ces derniers permettent de calculer les contributions de chaque étape. Les prix des reviens, vous avez vu, je vous ai dit pour calculer ces prix des reviens au tableau 6, il fallait aller au tableau D, voir les charges annuelles du personnel et vous divisez ces montants annuels par la capacité de production ou de services. Vous aurez les prix des reviens. Donc, les liens, il y a toujours les liens et des prix des reviens qui permet de calculer les contributions de chaque étape. Tous les éléments sont interdépendants et liés. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'il y a moindre erreur, ça va affecter les autres tableaux. Les profils doivent être dépendants des tâches. Donc, vous ne pouvez pas dire, moi, je cherche un expert comptable, vous allez lui donner des tâches d'aller produire des pains. Non? Donc, c'est vraiment les tâches données au comptable ne peuvent pas être compatibles avec celui qui sera dans la production. Donc, il faut que ça soit vraiment lié. Pour respecter les SMIC, il y a aussi la notion des SMIC dans notre travail quand nous allons commencer à faire des calculs des salaires. Les SMIC, c'est les salaires minimum intégrés. Donc, il faut toujours tenir compte dans chaque pays. Chaque pays a son SMIC. On demande à la personne de produire un nombre minimal de produits ou services. Voyez, donc, si vous êtes engagé, il faut voir aussi les SMIC. La personne doit produire un nombre minimal pour qu'il soit vraiment actif. Bon, qu'il soit, qu'il fasse un rendement quand même, un bon rendement. Donc, si il ne sait pas produire
un nombre minimal de services ou bien des biens, et on ne peut pas les garder. On peut pas les garder. C'est pour cela que dans des pays développés, on suit ça de près, comment les travailleurs sont en train de, surtout dans les chaînes de production. Est-ce qu'il produit combien de cartons par 10 minutes, combien de cartons par heure, si on trouve qu'il est trop lent. Après, à un moment donné, on va lui dire que non, et il n'est pas à la hauteur, on ne peut pas vraiment les prendre. Donc, ça, c'est très important. C'est les projets qui dégagent les profils des employés. Voilà. Et donc, là, on a fini la partie notion élémentaire du tableau 8, et on va devoir maintenant expliquer, aller voir dans nos fichiers comment ça se passe. Merci. Donc, on est là, et ça c'est l'ordi, j'ai les fichiers, je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez les tableaux 8. Attendez, les tableaux 8. Bon, d'habitude, il faut dézoomer pour voir les tableaux entiers. Donc, il faut essayer de zoomer. Là, je n'ai pas encore dézoomé. Ça, c'est toujours grand. Et je vais encore dézoomer. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Bon. Je vais zoomer pour que vous voyez les titres. Le titre, il est bien là. Le tableau 8, productivité et organigramme de l'entreprise. C'est le tableau 8. Il y a beaucoup de colonnes. Et il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 colonnes sur ce tableau-là. Donc là, vous avez vu la première colonne, c'est la numérotation des directions. Il y a la fonction. Il y a la fonction qui est là. On commence par les directions administratives. Et puis ensuite, direction production. On continue, direction commerciale. Et ensuite, direction technique. Donc, on a regroupé ces fonctions dans les directions, comme on a expliqué un peu plus loin. Donc, deuxième colonne, on a indiqué les postes. Donc, il y a les fonctions. Première colonne, deuxième les postes. On va les indiquer. Après, ça sera les salaires. D'autres fonctions clés de répartition. De là, on va décider c'est combien de pourcentage que nous allons accorder aux superviseurs. Et donc, qu'on va grignoter ces 30% dans chaque poste pour pouvoir payer les superviseurs. Et puis, après, qu'est-ce qu'il arrive? On écrit salaire après répartition. Le salaire de chaque poste, de chaque agent. Après répartition. Et la clé de répartition, ici, on a mis 30% pour tous les postes, pour toutes les fonctions. Et ensuite, salaire des fonctions, salaire des superviseurs. Et puis, on va aussi savoir, est-ce que ce superviseur sera permanent ou non? Comment le savoir? Il faut aller dans les statuts des postes. Là, notre superviseur a combien de postes qu'il supervise? C'est 3 postes.
le premier, le poste n'est pas permanent. Le deuxième, il n'est pas permanent, mais le troisième poste, il est permanent. Le troisième, vous allez les voir que on a dans cette direction-là, direction administrative, il y a 3 postes. Le premier, il est appelé consultant acheteur machine. Le deuxième, acheteur farine et autres matières premières. Et puis, le poste 3, c'est agent pour propriété. Mais agent pour propriété, vous allez voir la dernière colonne, lui, c'est chaque jour qu'il doit faire la propriété. Alors, nous avons dit, si un poste est permanent, si par exemple, lui, le superviseur, lui, il doit superviser 3 postes, mais si un est permanent, directement, il sera permanent. C'est comme quand on parlait des étapes compatibles et des étapes. Donc, si une étape était permanente, toutes les autres étapes deviennent permanentes. C'est pas compliqué. Pour la supervision, c'est aussi la même chose. Si un poste est permanent, directement le superviseur devient permanent. Bon, maintenant, nous allons expliquer comment on a fait les calculs. C'est simple, ici, ce n'est pas vous qui calculez, c'est la machine qui calcule. Mais c'est aussi des petits calculs que vous pouvez aussi vous faire vous-même. Hein, puisque ces salaires, par exemple, les salaires ici, vous allez les retrouver au tableau 6. Hein, que vous allez reprendre. Par exemple, les consultants acheteurs machines. Là, vous avez vu 0, 0, mais vous pouvez encore aller plus loin, à 1 millième, à 1 dix millième. Hein. Les postes 2, acheteur farine et autres matières premières. Voilà son salaire. Mais si on s'est limité seulement à 1 centime près, ça sera 0, 0, 0. Hein, ça sera seulement 0. Mais si on a voulu vous montrer que ce n'est pas 0,0, mais on peut encore aller plus loin. Alors, troisième poste, son salaire ici des tableaux 6, vous allez voir ça, et 7, il est déjà là. Ce n'est pas à vous de l'écrire. Quand vous mettez comme ça vient de soi-même. Et puis les 30% aussi, c'est déjà calculé, il y a des formules, et ça va venir de soi-même. Mais c'est simple aussi. Si on vous donne par exemple les $10, on vous dit calculer les 30% des $10, comment vous allez faire? C'est simple. Donc 30 multiplié par 10 divisé par 100. Là, vous aurez la valeur de 30% de 10 ou 30% de 100. C'est combien? Hein? 30% de 100, c'est combien? C'est $30. C'est-à-dire, vous prenez 30 multiplié par 100 divisé par 100. C'est 30. Vous voyez, 30 multiplié par 100 divisé par 100. Donc, c'est 30. Oui. Mais plus loin, avec les mathématiques, vous pouvez, au lieu de diviser par 100, vous allez tout simplement prendre 30 est égal à quoi? 30 est égal à 0,3. C'est-à-dire, vous prenez 30 divisé par 100. C'est 0,3 ou 0,30. Donc, les 30% des 100, c'est 0,3 ou 0,30 multiplié par 100. Donc là, vous faites maintenant, vous voyez l'autre colonne, salaire après répartition. Donc là, c'est 0,00005 et moins, vous allez avoir quelque chose. Hein? C'est ce qui reste. Donc, vous avez là-bas 0, 0, la colonne salaire prévu, moins les 30%, le reste, c'est salaire après répartition. Mais alors, quel sera le salaire des superviseurs si vous prenez dans les 30%? Puisque pour les 30% du poste 1, plus les 30% du poste 2, plus les 30% du poste 3, vous faites l'addition qui va nous donner ces montants que vous voyez là. Les salaires des fonctions, c'est-à-dire les salaires
du superviseur. Vous faites la somme de tous ces 30% de chaque poste. Donc, c'est ce qui nous donne ici pour les postes 1, 2 et 3. Le superviseur va avoir 0,0005. Voilà. Les statuts, il est là. Là, vous avez déjà terminé. Pour la direction administration, vous faites la même chose. Vous faites la même chose. Je vais monter. La même chose avec les autres directions. Avec les autres directions, ici, nous sommes direction production. Donc, les mêmes raisonnements. Et les postes pour... il y en a 3 aussi. C'est les postes 4 qui correspondent à l'agent pesé, pétrissage et pointage. Poste 5 correspond à l'agent de fermentation, division et façonnage. Poste 6 correspond à l'agent pour cuisson. Donc les salaires sont là. Même chose, vous retranchez les 30% du salaire de chaque poste. Et puis ensuite, l'autre colonne, c'est les salaires après répartition du travailleur. Mais pour les superviseurs, les mêmes raisonnements. Vous faites l'addition. Les 30% du poste du poste 4, du poste 5, du poste 6, vous faites la somme ici. La somme va vous donner le chiffre qui est là, 0,0024,175. Alors, les statuts, vous regardez dans les statuts, et les statuts, là, il y a les postes 4 et 5 sont permanents, mais les 6 n'est pas permanent. Comme 2 déjà sont permanents, donc les postes sera permanent. Dans les mêmes raisonnements, vous allez aller avec les autres. Et, commercial, même raisonnement, mais technique. Ici, il n'y a qu'un seul. Il y a normalement 2 postes, 10 et 11. 10 et 11. Le 11, là, contrôleur de qualité, peut-être on l'a fusionné, puisqu'on ne le voit pas. Non, lui ici, là, 10 et 11, donc c'était comme une seule personne, il n'y en avait pas 2. Hein. Donc lui, les contrôleurs de qualité, il a fait... à superviser les 2 étapes, les 2 postes fusionnés. Attendez. Donc, vous voyez, direction technique, on a seulement les contrôleurs de qualité. Donc, lui-même, il a pris 10 et 11. 10 et 11, c'est ça, si vous allez dans les étapes. Dans les tableaux 6, vous allez voir l'étape 10 et 11, c'est quoi? Qu'est-ce que cela représente? On va aller dans les tableaux 6. Qu'est-ce que cela représentait? L'étape 10. L'étape 10, on est où? Oui, l'étape 10, c'était la mise en banque. Et l'étape 10, c'était les défournements et le reçuage. Et l'étape 11, c'est la mise en banque. Donc, ça, c'est une seule personne qui a fait ça. Donc, je pense que c'était des étapes compatibles. Donc, 10 et 11, c'était compatible. Alors, lui, on l'a nommé dans les tableaux 8 comme contrôleur de qualité. Donc, nous allons dans les tableaux 8. Les tableaux 8. Ça, c'est tableau 8, tableau 8. Contrôleur de qualité. Mais là, on a sauté aussi. Il y avait aussi pour les ventes. Dans la direction commerciale, il y avait aussi 2 postes.
Poste 7, c'était agent vendeur 1. Poste 8, agent vendeur 2. Les deux avaient les mêmes salaires. Donc, ce n'est pas vraiment un tableau compliqué. C'est un tableau simple. Vous voyez, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour l'expliquer. Mais avec les tableaux full 13B, il n'y a pas seulement ça. Ça va vous donner d'autres tableaux. Hein? Ça, c'est automatique. Vous allez voir, par exemple, représentation des salaires de tous les postes par productivité. Ça vient automatiquement. Donc là, vous allez voir poste permanent. Hein? Consultant, acheteur machine, jusqu'à contrôleur de qualité. Donc, il y a 9 postes. Dans les 9 postes, il y a combien de permanents? La question là revient souvent. Dans les 9 postes, il y a combien de permanents? On voit 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 permanents. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est les statuts. Souvent, on demande ça. Ça, c'est les 9. C'est que vous allez voir que les 60 et les 70% que vous voyez là, c'est les salaires des postes, des agents. Hein, les salaires des postes. Puisqu'on a pris, on ne leur a pas payé 100%, puisque les 30% ont été donnés aux superviseurs. On a une idée. Et puis l'autre, vous allez aussi voir en cas de vente, comment seront les salaires. Et là, vous avez déjà tout avant même de pouvoir faire des dépenses. Comment vous allez payer. Et puis, il faut aussi utiliser les taux locaux, salaire local. On donne toujours ça. Et puis, en devise, il faut avoir une idée. Donc, plus loin, là, capacité de production par mois. Si on produit 100 000, hein, qu'est-ce que vous aurez si la production est de 100 000? Qu'est-ce que ça va affecter? Donc, on va essayer de voir si on change, comment les chiffres vont changer. Donc là, ça c'est 100 000. Nous, on va mettre, par exemple, 200 000. Vous allez voir que ça va changer des histoires. Donc, on va écrire 200 000, 1, 2, 3. Voilà, si on écrit. Donc, vous avez vu comment directement il y a eu des changements. Donc, pour vous dire que ces tableaux sont liés. Donc, nous allons maintenant reprendre notre 100 000 qui était là. 1, 2, 3. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça, c'est pas vraiment compliqué. Alors qu'est-ce que ça va encore vous donner? Et ça va vous donner des petits tableaux de répartition, et la répartition des salaires par poste. Par exemple, consultant, acheteur machine. Voilà en pourcentage, voilà comment c'est là à représenter les salaires. Acheteur farine et autres matières premières, c'est 0,88%. Donc au final, cela devait donner 70%, puisqu'on parle de 70%, vous voyez là-bas, 70%. Et la valeur des salaires pour les travailleurs, à part les superviseurs. Donc, ce sont des petits tableaux qui accompagnent les tableaux 6 et 8. Mais ce que vous devez maîtriser seulement, c'est ce que nous avons expliqué et pour les tableaux 8. Donc, c'était le tableau le moins compliqué parmi les 3. Donc là, je m'arrête là. Ce que je vais faire, j'ai fini. Je vais vous envoyer les fichiers. Et les fichiers
et du tableau 6 et 6, 6, 7 et 8 en Excel pour pouvoir essayer de changer les chiffres pour voir ce que cela va donner. Bon, une fois de plus, merci et bonne préparation pour les examens. J'espère que la partie théorique, vous avez essayé de lire et de faire vos recherches pour pouvoir comprendre certaines notions des analyses sortes. Donc, il y a trop de théories. Donc, il faut tout simplement lire les syllabus. Merci et à plus tard.